Bonsoir à tous et bienvenue donc, à cette troisième session. Alors je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Jimmy Herbert, je suis membre de l'association des œnologues de Bordeaux. Donc je suis membre actif en tant que trésorier adjoint et je participe aussi donc aux commissions techniques pour l'organisation de la matinée des œnologues et la commission étudiante pour l'organisation des œnosessions et aussi des baptêmes de promotion. Donc, c'est moi qui va avoir la charge d'animer cette troisième session. Je vais être aidé pour ça par Alexandre Fautrier, donc, qui est en backup et qui gère le chat et les animations. Juste un petit point sur l'origine de l'œnosession pour ceux qui assistent pour la première fois. L'origine, c'est une initiative qui a été pensée pendant le Covid et pendant les périodes de confinement successifs. En fait, on souhaitait, au niveau de la commission étudiante, organiser des rencontres étudiants professionnels et on ne pouvait pas du tout le faire en présentiel à cause des restrictions. Donc, est venue l'idée de l'œnosession, qui est une sorte de table ronde autour d'un thème, autour duquel des professionnels en activité vont échanger et les participants vont pouvoir échanger et discuter et réagir autour du débat. Donc, pour cette troisième session, on a choisi le thème des vinifications, qui est vraiment on va dire le cœur de nos métiers en tant qu'œnologue. Voilà pour la petite explication. Et donc, le thème des vinifications, nous allons voyager aujourd'hui, alors techniquement, dans plusieurs régions différentes de France, donc en Val-de-Loire, en Côte-de-Provence, dans le Gers, et un peu plus exotique, au Liban. Alors, on va essayer de rendre quand même l'événement le plus interactif possible. Alors, vous allez normalement tous voir sur votre interface, en bas à droite, vous avez donc un chat. Alors, sur ce chat, vous allez pouvoir poser les questions si vous en avez. Et toutes les questions que vous avez posées, on va les faire remonter aux intervenants. Donc, on n'attend pas forcément la fin si vous avez une question à poser. Mais dès que vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et nous, on fera parvenir les questions donc aux intervenants. Et si vous souhaitez intervenir aussi directement, on peut vous inviter sur scène. Donc, si vous souhaitez prendre la parole ou faire des remarques, n'hésitez pas à nous le signaler toujours pareil via le chat et on pourra vous faire apparaître à l'écran. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais laisser donc la parole à Marlène qui va nous parler en fait des vinifications de chenin blanc sur les coteaux de l'Aubance. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà à l'association de m'avoir conviée. Moi, c'est Marlène Bussard. Je suis là aujourd'hui pour représenter le domaine de Montgilet et vous parler plus spécifiquement de nos vinifications en coteaux de l'Aubance. Donc, juste pour vous présenter la propriété, on est une propriété familiale. Aujourd'hui, c'est Vincent et Victor Le Breton qui exploitent. C'est la 5e génération. Et progressivement, là, on est 5 enfants à revenir sur le domaine. On est situé en Anjou, donc c'est au sud d'Angers, entre le vignoble nantais, le Saumurois et la Touraine. Et puis, on est un vignoble de 70 hectares, donc avec à peu près la moitié plantée en chenin. C'est vraiment le cépage phare en Loire pour les blancs. Ça nous permet à la fois de faire des blancs secs, mais aussi des blancs liquoreux, donc les coteaux de l'Aubance, comme on va le voir, et puis des créments. Ensuite, sur le reste de la production, on fait à peu près la moitié du volume aussi en rosé, donc les cabernets d'Anjou, fait avec des cabernets francs, cabernets sauvignons, et les rosés d'Anjou avec des gros lots et des gamets. On fait un tout petit peu de rouge, donc c'est l'appellation Anjou Village Brissac avec nos cabernets. Et puis, on a aussi des cépages blancs accessoires pour faire des IGP, donc des sauvignons blancs, sauvignons gris et des chardonnays. Donc, comme vous pouvez voir, une diversité de cépages et d'appellations en Anjou, c'est vraiment notre force, je dirais. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement donc, des vinifications en Aubance. Donc, Coteaux de l'Aubance, c'est une appellation de vin liquoreux.
Donc, elle se situe, comme vous pouvez voir sur cette carte représentée en rose, donc entre la Loire et l'appellation Coteaux du Layon, qui est plus connue. Donc, l'Aubance, c'est à peu près 200 hectares cultivés. Coteaux du Layon, pour vous donner une idée, c'est 1500 hectares. Donc, on est bien sûr en 100% chenin. Et historiquement, en fait, ce sont les vignerons du Layon qui sont venus planter des vignes dans ce secteur suite à la crise du phylloxéra. C'était une zone qui était non plantée en vigne et donc indemne de phylloxéra. Et au départ, ils ont vinifié des blancs secs et demi-secs, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait les conditions climatique optimale aussi pour faire des vins liquoreux de pourriture noble, comme dans le Layon. Donc, l'appellation a été créée ensuite en 1950. Donc, ces conditions optimales, c'est quoi? Donc, c'est déjà un climat doux. En fait, on a la chance d'avoir les précipitations de l'océan Atlantique qui sont bloquées au niveau des reliefs un peu plus élevés des Mauges. Donc, c'est autour de Cholet. Donc, on est une zone en Anjou où il y a une pluviométrie qui est autour de 600 mm par an, ce qui est assez faible pour la région. Et puis, on a des températures moyennes autour de 12 degrés. Donc, ça, plutôt favorable au développement de la pourriture noble. Et puis, en termes de géologie, on est situé sur la faille entre le massif armoricain et le massif parisien. Donc, on a une topographie faite de coteaux qui sont plutôt bien exposés et puis bien ventilés. Et puis, sur les sols, on est sur des schistes plus ou moins dégradés, donc des sols très drainants, et puis avec une faible profondeur aussi. Donc, toutes ces conditions réunies permettent le développement de la pourriture noble, dont je vais vous parler un peu plus spécifiquement. Donc, comme vous le savez, la pourriture noble, elle se développe sous l'action du botrytis. Pour ça, on a besoin, avant les vendanges, enfin, pendant la période de septembre-octobre, de conditions assez humides. Donc, on a souvent des brouillards matinaux autour de l'Aubance, qui est la rivière qui coule dans le vignoble. Et donc, cette humidité permet le développement du champignon. Et donc, le botrytis va s'installer et va fragiliser la pellicule, ce qui va permettre par la suite un phénomène d'évaporation et de concentration des sucres. Et on a vraiment besoin de cette concentration, en fait, parce que la différence de pression osmotique permet, en fait, d'inhiber le botrytis par la suite. Donc, on a vraiment là un développement en pourriture noble et pas en pourriture grise, qui serait néfaste. Donc, la pourriture noble, ça se traduit donc par une concentration en sucre. On a aussi une diminution de l'acidité. En fait, on a une désacidification naturelle qui se fait par botrytis. Et puis, on a la création d'arômes bien particuliers, notamment le sotolon, sous l'action d'enzymes de botrytis. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est pas une simple surmaturité en fait du raisin. Donc, sur la photo, vous pouvez voir l'évolution en fait des raisins. Donc, il faut plutôt partir du raisin de droite, le raisin jaune doré, jusqu'à la baie rôtie, sous l'action du botrytis. Donc, pour favoriser ce développement de la pourriture noble, on va aussi essayer de chercher des faibles charges. On est entre 15 et 20 hecto-hectares en termes de rendement. On fait des effeuillages en août pour bien aérer nos souches. Et puis, on va faire un premier tri de vendange en septembre pour ramasser des baies assez dorées et du coup pour aérer les grappes et favoriser le développement en pourriture noble. Donc, ces premiers tris vont nous permettre de faire des enjous blancs. Et après, on va passer succinctement, tout au cours de la maturation, pour ramasser seulement les baies rôties. Donc, c'est ce qu'on appelle les tris successifs, comme ce que vous pouvez trouver dans le Sauternais. On va essayer de viser un degré potentiel de 21 chez nous, ce qui nous permet de faire des vins au final avec des alcools acquis autour de 10, 10,5 et des sucres résiduels autour de 90 et 200. Ça, c'est les équilibres qu'on recherche. Donc, pour cela, on récolte manuellement et donc on passe, comme je vous expliquais, plusieurs fois dans la parcelle. Donc après, ça c'est vraiment
Le moment crucial pour nous, en fait, c'est la vinification de ces semences. Tout se fait à la vigne, à la récolte, parce qu'il faut bien sélectionner les grains et il faut aussi faire attention au développement de pourritures qui pourraient être plus néfastes. Donc, comme je vous disais, la pourriture grise qui apporterait des goûts moisissureux. Mais si on a des mauvaises conditions climatiques, on peut avoir aussi le développement de pourritures aigres, donc dues à certaines bactéries ou même de pourritures acides. Et donc là, c'est aussi compliqué parce qu'on a après des problèmes de mauvais goût, mais aussi de montée en volatile ou de combinaison du SO2. Donc, le tri est une période très importante pour la qualité de nos vins. Ensuite, en termes de vinification, donc ça paraît pour nous plus simple une fois qu'on a bien effectué ce travail de tri. Donc, les raisins sont amenés au chai en palox de 100 kg qui sont versés directement dans notre pressoir pneumatique pour éviter du coup toute trituration. Et le fait de rester en grappe entière, donc les rafles vont nous permettre aussi de faciliter l'écoulement des jus, parce que donc on a des jus avec une forte viscosité, donc un écoulement assez compliqué. Et après, on va faire des pressurages très lents. Donc c'est un programme sur 12 heures où on monte par palier de 100 grammes. Avec peu de rebêchage, et l'idée c'est vraiment de réussir à extraire les sucres qui sont compliqués à extraire et qui arrivent plutôt en fin de pressé. Donc c'est pour ça que la séparation des jus est délicate et donc on déguste et on voit si on a la possibilité de réintégrer ces derniers jus qui sont les plus concentrés mais qui peuvent aussi être les plus tanniques. Donc ça, tout se fait à la dégustation. Ensuite, on essaye de peu sulfiter à la cuve, donc on est entre 2 et 4 grammes. Donc là, l'idée, c'est juste d'avoir l'action antiseptique du SO2 pour éliminer les mauvais micro-organismes, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de protéger ces jus de l'oxydation, parce qu'avec botrytis, sur la baie de raisin, vous avez déjà la lacase qui a oxydé les composés phénoliques de la baie, donc on n'a plus d'action d'oxydation au niveau des jus. En fait, ils sont déjà oxydés et c'est pour ça qu'on a des baies d'ailleurs qui sont plutôt brunes, marron, au niveau des baies rôties. Donc peu de SO2. Et après, on va faire un double débourbage chez nous pour essayer vraiment de chercher une aromatique assez fine. Donc pareil, au niveau du débourbage, vous avez beaucoup de pectinase dans les jus issus de pourriture noble, dû à botrytis, donc pas besoin de rajouter des enzymes. Donc on utilise juste le froid pour ce débourbage. Et ensuite, on va laisser les jus remonter tranquillement en température pour un départ en fermentation spontanée. On travaille en levure indigène sur nos aubances. Et une fois que la fermentation est démarrée, on va entonner pour la fin de fermentation. En fait, les fermentations sur les liquoreux sont assez délicates dû à la forte concentration en sucre. Et donc, c'est plus facile de les faire en plus petits contenants, comme les barriques, où là, vous pouvez mieux maîtriser la température. Et vous avez aussi une aération qui se fait au niveau de la barrique, donc qui favorise la fermentation. Et après, donc, quand on arrive à l'équilibre qu'on souhaite entre notre degré et nos sucres, on réalise un mutage, donc on soutire. Et ensuite, donc pour nos premières cuvées, maintenant, on va travailler avec la centrifugation pour essayer de diminuer les doses de SO2 ajoutées. Donc, en centrifugeant, on rajoute plus que 7 à 8 grammes de SO2. Et après, pour nos cuvées un peu plus haut de gamme, on a gardé la méthode plus classique où là, on soutire, on fait un passage au froid et on fait un mutage seulement au SO2. Donc là, on est obligé de rajouter des quantités aux alentours de 20 grammes de SO2 pour assurer une stabilité microbiologique. Et pas de redépart en fermentation avec la quantité de sucre restante. Ensuite, une fois qu'on a réalisé le mutage, donc ça se fait, on va dire, entre décembre et février, selon les cuvées. On va retourner en barrique pour un élevage. Donc, sur notre parc de barriques, on a à peu près un quart de barriques neuves tous les ans. Et on fait des élevages jusqu'à juillet, enfin jusqu'à l'été suivant. Là, ensuite,
on va sélectionner nos jus pour monter nos différentes cuvées. Et puis après, on a des mises en bouteille qui se font entre juillet et septembre selon les cuvées. En termes de filtration, on est des filtrations, on fait du 1,2 micron. Ça suffit pour ce type de vin. Et puis après, donc je vous ai mis les équilibres. Donc on arrive sur des vins qui sont, comme je vous disais, autour de 10-11 degrés potentiels, enfin 10-11 degrés acquis, pardon, et avec des sucres entre 90 et 240 grammes par litre. Et des acidités donc, qui restent encore assez élevées pour pouvoir compenser ces sucres. Donc on est entre 4,5 et 5,5. Donc c'est des vins qui, malgré la quantité de sucre, gardent une certaine fraîcheur et une belle tension. C'est l'objectif pour avoir une belle buvabilité, une belle harmonie. Donc voilà, si vous passez dans le secteur, je vous invite à venir les déguster et découvrir cette appellation si vous ne la connaissez pas. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup, Marlène, pour ton intervention. Alexandre, est-ce qu'on a des questions pour le moment? Pour le moment, je n'ai pas de questions en particulier dans le chat, là, donc n'hésitez pas à venir intervenir et à poser vos questions, on les fera remonter. J'ai vu que tu avais envoyé un petit sondage, tu peux expliquer comment ça fonctionne? Voilà, vous pouvez aller sur l'onglet sondage et répondre directement aux petites questions qu'on va vous poser. Alors là, c'est des questions un peu initiatrices, hein, donc je ferai remonter aussi sous forme de sondage si vous avez des questions en particulier. Là, pour l'instant, c'est savoir si vous connaissiez l'appellation. C'est une petite appellation, comme l'a dit Marlène, il y a 200 hectares, donc c'est confidentiel aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à remonter vers nous et à poser vos questions, soit dans le chat, soit à répondre à nos sondages derrière. Ok. Donc déjà, un grand merci à Marlène pour son intervention qui a tenu le timing et qui était très complète. Bon, tant qu'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. On va enchaîner et je vais laisser la parole donc à Joseph Abiganen, donc, qui est connecté depuis le Liban. Voilà. Oui, bonsoir à tous. D'abord, je tiens à remercier l'association. Oui, vas-y Joseph, là on te voit. Ouais. Oui. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon, vas-y, là tu peux reprendre. Ouais, ça y est. On a juste perdu un instant la connexion et c'est reparti. Oui, ok. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à remercier l'association pour me permettre de communiquer avec vous et partager mon expérience. Je suis d'origine du Liban. Je suis diplômé en 2011 à Bordeaux et ça fait à peu près 10 ans que je travaille au Liban. Propriétaire d'un petit vignoble, d'un petit domaine familial. Et je travaille en tant qu'œnologue conseil dans différents domaines et différentes. Ma présentation sera divisée en 3 parties. D'abord, je vais présenter un peu le Liban, le pays viticole et vinicole. Et après, je vais parler de la fermentation préfermentaire à froid. Et en dernière phase, je vais parler de l'adaptation de cette technique sur le cas du Liban. Le Liban, c'est un des plus anciens pays viticoles et vinicoles du monde, avec les Phéniciens depuis 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ, qui ont planté la vigne, ils ont produit du vin et même ils l'ont exporté dans plusieurs pays. Maintenant, actuellement, on produit à peu près 8 millions de bouteilles par an, dont une grande partie est exportée partout dans le monde. On a une très grande variété de cépages. C'est surtout des cépages français, mais des cépages espagnols, portugais qui sont plantés de plus en plus.
Malheureusement, on n'a que 2 cépages locaux. Ce sont du blanc, le Meroueh et la Baïdé, d'essayer de restaurer les anciens cépages autochtones libanais. On a beaucoup de différents microclimats. Quand vous voyez la carte du Liban, la région la plus connue, c'est la vallée de la Bekaa, qui se situe entre 2 grandes chaînes de montagnes, le mont Liban et l'Anti-Liban. Elle est située à peu près à 1000 mètres d'altitude, avec un climat presque idéal. On a un hiver très froid, après un été sec et chaud, et un grand écart de température entre le qui permet une très bonne maturité des raisins et une quantité de polyphénol suffisante. Aussi, il y a plein de nouvelles régions qui sont déjà plantées, surtout à la région de Batroun. C'est plus proche de la côte. Par la côte, c'est de 400-500 mètres d'altitude en allant vers la montagne pour arriver vers surtout d'Aïneta, qui est à 1600 mètres d'altitude, où on a planté récemment du Cabernet et du Syrah à cette altitude. Et ça donne de très bons résultats, mais avec des acidités très élevées. Aussi, vers le sud, il y a, vous remarquez, Jezine, c'est aussi une nouvelle région viticole qui s'installe. Et vers la frontière avec la Syrie aussi, on a de nouvelles régions qui se plantent récemment avec des cépages rouges et blancs. Bien sûr, plus qu'on va dans les altitudes, on remarque qu'il y a plus de blanc. Et plus on va vers la Bekaa, vers la vallée, on a les rouges. On est surtout sur des sols argilo-calcaires, mais bien sûr, il y a des régions goûteuses, mais en majorité, on est sur des sols argilo-calcaires. Le grand problème du Liban, c'est les périodes de canicule qui arrivent en fin de saison. Avant juste les dates de récolte, on a des températures qui arrivent jusqu'à 40 degrés dans la plaine de la Bekaa. Et par exemple, on a des sauvignons blancs qui passent de 12 à 14 en 1 ou 2 jours de potentiel. Et pour les rouges, comme vous savez, si on a cette période de chaleur en fin de saison, on n'arrive pas à maturité phénolique désirée, donc on aura le potentiel d'alcool très élevé alors que les tanins sont encore astringents et pas mûrs. C'est notre grand problème ces dernières années au Liban. Je vais passer maintenant à la macération préfermentaire à froid. La macération préfermentaire à froid, c'est en refroidissant le mou à des températures inférieures à 10 degrés pour des durées entre 3 et 5 jours. Après, on élève la température et on déclenche la fermentation alcoolique. Le levurage, il y a différentes méthodes de le faire. Ou bien on le fait en séquentiel, donc on met la moitié du levurage au début et l'autre moitié quand ou bien on peut levurer au début ou à la fin. J'ai essayé plusieurs méthodes, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens de vérifier quelle levure s'installe, mais toutes les méthodes fonctionnent bien. Et l'idée de cette macération, en fait, c'était par hasard qu'on l'a essayé dans un des domaines où je travaille. On avait une parcelle de merlot qu'on devait la récolter, on n'avait pas des ouvriers, donc on avait la vendange qui arrive chaque jour avec des petites quantités. Donc, puisqu'on a un grand groupe de froid, on peut vraiment refroidir la vendange. On a décidé de refroidir durant 3-4 jours pour avoir toute la parcelle récoltée et après déclencher la fermentation. Et c'était à ce moment-là qu'on a remarqué l'efficacité de cette méthode et les avantages. Je parlerai après de comment on a adapté ça à notre climat. Et bien sûr, après qu'on déclenche la fermentation alcoolique, le temps de fermentation
ça va être en fonction de l'évolution du vin et la dégustation pour décider quand arrêter cette fermentation, s'il faut aller au bout, s'il faut faire des macérations supplémentaires à la fin. Tout ça dépend du but qu'on veut faire et l'évolution du vin lors de cette macération. Donc, les résultats obtenus, donc la première année, comme je parlais, on a travaillé sur le merlot. On avait plus de couleurs et plus d'arômes, un meilleur équilibre en bouche. L'année suivante, on a essayé de vraiment faire un témoin. Donc, une parcelle qui était divisée en 2 cuves. On a fait une avec macération pré-fermentée à la fois, l'autre sans. Et on a remarqué vraiment qu'il y a une différence entre ces 2 cuves, même s'ils viennent de la même parcelle, avec un grand avantage pour la macération pré-fermentée à froid. Et on l'a essayé dans d'autres années, sur d'autres cépages, sur le Cabernet, sur la Syrah, et toujours on remarquait que cette macération, elle donne des meilleurs résultats. Bien sûr, on a besoin de plus d'énergie et d'électricité, mais au final, on a quelque chose de plus équilibré, de plus aromatique. Appliquer ça au Liban avec les périodes de canicule. Puisque les raisins ne sont pas arrivés parfois à maturité, on est déjà à 14,5 et 15 degrés de potentiel d'alcool. Parfois, on récolte, même si on n'a pas la maturité phénolique, on fait la macération à froid, on a la couleur, on a les arômes, on lance la fermentation alcoolique et à des densités de 1020, 1010, quand on juge qu'on a déjà les tanins qu'on veut, l'équilibre, un bon équilibre, on n'a pas encore les goûts verts, on peut écouler, presser et finir la fermentation en jus. Ça, on l'a fait plusieurs fois et ça donne, bien sûr, on ne va pas sur des vins de garde, mais pour des vins des entrées et des moyens de gamme, on a avec des arômes bien présents. Pour les parcelles qu'on n'a pas eu le temps de récolter et ils ont déjà passé, car parfois vraiment la chaleur, on n'a pas le temps de récolter toutes les parcelles. Parfois, on a des parcelles à 16 et 17 et 18 de potentiel d'alcool. Avec ces parcelles-là, on est obligé de mouiller, de redescendre l'alcool à 14,5, 15, 15,5 parfois. Et avec la macération, on récupère la couleur parce qu'on a dilué les arômes. Et à ce moment-là, ils sont bien mûrs et on peut aller avec des macérations post-fermentaires et avoir vraiment du vin qui peut être élevé après en barrique et bien adapté pour l'élevage. Ces deux techniques, si vous voulez, qu'on adapte à ces périodes de canicule, fonctionnent bien en fonction si on veut faire un vin jeune ou aller pour un élevage en barrique pour des hauts de gamme. Et pour les années normales où on a vraiment, on n'a pas de canicule, on a du raisin, toujours on passe avec, pour certains cuves, pour les macérations pré-fermentaires à froid, car toujours on a un plus et on a un meilleur vin qui ressort au final. Merci à vous tous. J'espère que je vous ai donné de mon expérience, ce que j'ai trouvé sur le terrain en travaillant dans les chais. Et si vous avez des questions, je suis présent. Alors moi, Joseph, j'avais une question pour toi. Je me demandais quel type d'extraction, quel processus d'extraction tu utilises sur ces rouges où tu fais des macérations pré-fermentaires à froid, c'est-à-dire est-ce que c'est juste des remontages, des délestages
Est-ce que tu as tendance à plus extraire sur cette phase de fermentation à froid ou plutôt sur la phase de fermentation alcoolique? En fait, durant ces 3-4 jours de pré-fermentaire à froid, on fait un remontage, bien sûr, sans oxygène, sans aération, un seul remontage pour juste homogénéiser la cuve. Mais durant la fermentation alcoolique, on pousse plus pour les extractions, pour les hauts de gamme. La fermentation qui vraiment, ça va aller pour les entrées de gamme. On va tranquille, pas beaucoup d'extraction pour ne pas toucher beaucoup, pour ne pas extraire beaucoup des pépins, du goût vert, car c'est pas mature. Moi, j'ai une question pour Joseph aussi. Tu nous as dit que ton domaine était situé entre 2 chaînes de montagnes. Et il y a des choses auxquelles on est soumis, nous, en ce moment, c'est les contraintes climatiques. Tu nous as parlé des gros épisodes de chaleur. Mais est-ce que tu es soumis aussi à les contraintes qu'on peut avoir en ce moment, nous, c'est-à-dire le gel dans la phase végétative ou la grêle aussi sur tes vignes? Non, heureusement, on n'a pas vraiment ce problème. Pas de grêle, pas de gel. On a eu depuis une douzaine d'années, une fois qu'on a des températures en hiver qui degrés. Donc, il y a dans des régions où ils étaient vraiment au fond de la vallée, où il y avait l'air beaucoup froid, les vignes n'ont pas poussé. C'était vraiment exceptionnel, mais normalement, non, on n'a pas de ces problèmes. Merci, merci. Merci beaucoup, Joseph, pour ce retour d'expérience sur de la vinification donc, au Liban. Donc, on va poursuivre par les vinifications rosées, donc en Côte de Provence. Et donc, je vais laisser la parole à Loïc Bodcazou. Voilà. Bonjour à tous déjà, et merci beaucoup, Jimmy, pour cette invitation. Est-ce que je pourrais te laisser passer les slides, par contre? Ouais, oui, tu peux aller directement. Bon. Tu peux aller sur la deuxième directement. Impeccable, merci beaucoup. Alors déjà, on va pour la présentation, donc ça va se passer un peu en 3 temps. La première partie, c'est présenter un peu qui je suis, ce que j'ai fait dans ma vie et pourquoi j'ai choisi de vinifier aussi en Côte de Provence. La deuxième, c'est une présentation dans le domaine dans lequel je travaille, donc Château-Roubine cru classé en Côte de Provence. Et ensuite, j'ai choisi de parler, de développer vraiment un processus de valorisation des presses de rosé, parce que finalement, pour parler un peu du rosé, il y a plusieurs types de processus et plusieurs techniques de vinification. Et j'ai choisi d'en exprimer une que je pratique depuis des années. Mais je reviendrai dessus plus forcément dans la 3e partie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qui je suis? Donc, bref description. Je m'appelle Bodcazou Loïc, donc j'ai 31 ans. Moi, je suis originaire du Var, donc directement au cœur de l'appellation des Côtes de Provence. Je suis ingénieur agronome et spévitiono de formation à l'ESA d'Angers et œnologue de Bordeaux, sinon je ne serais pas là. Donc, mon parcours a été marqué finalement par une volonté de vinifier en rosé depuis mon très jeune âge, donc depuis mes 18 ans. J'ai commencé ici à travers des stages, notamment au Centre du Rosé ou dans d'autres grandes entreprises. Et donc, j'ai été diplômé en 2015 l'école d'ingénieur. Et suite à ça, donc j'ai vinifié à la fois en alternant l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, aussi bien en Côte de Provence qu'en Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, etc., etc. Et j'ai passé, moi, mon DNO, je l'ai fini l'année dernière en VAE. Voilà. Donc, ma situation actuelle, donc moi, je suis responsable technique, maître de chez, œnologue, un peu un poste à multicasquette. Je gère toute la partie production de plusieurs entités et la partie logistique aussi du domaine.
Voilà, je vais faire là maintenant une rapide présentation du domaine Château Robine, vraiment en bref, hein, parce que ce n'est pas le cœur de la présentation. Donc, Madame Roussel est vigneronne depuis 27 ans. Donc, dans cette magnifique appellation que sont les Côtes de Provence. Donc, petit aparté, les Côtes de Provence, c'est à peu près 20 000 hectares, ce qui est quand même vachement plus grand de ce qu'on a pu voir dans les autres présentations, hein. Donc, ce qui s'étend sur 3 départements, Alpes-Maritimes, traversant le Var, les Bouches-du-Rhône, ce qui est plutôt pas mal. Donc, bassin méditerranéen, fort ensoleillement, sujet maintenant et depuis quelques années à des épisodes de gel ultra ennuyeux qui nous détruisent nos récoltes parce que ça débourre très précocement. Et puis en plein été, en mois d'août, on le connaît bien, on prend l'orage du 15 août qui est quotidien, qui apporte le gel et la grêle. Donc, pour revenir un peu au château, donc Madame Roussel, c'est la présidente d'un CEO, d'une grosse holding qui a 3 domaines à l'heure actuelle, donc Château Robine, donc je suis responsable technique, à peu près 90 hectares de Côte de Provence, Sainte-Béatrice, dont les actifs sont un château, que je vinifie aussi entièrement, 50 hectares sur le même village, à l'Orgue, et ensuite, elle a un 3e domaine en Côte-du-Rhône, 90 hectares, et un 4e en Côte de Provence qui est en construction, une petite dizaine d'hectares confidentiels. Donc l'ensemble des domaines, en tout cas sur les 3 sites, est conduit entièrement en biologie, agriculture biologie, et pour le château et Sainte-Béatrice, la viticulture et Déméter, biodynamie. Donc en termes de revendication, c'est un domaine qui fait partie, un des seuls, des 18 crus classés de Provence. On a le droit de l'appeler cru classé. Donc, comme je l'ai dit, 120 hectares d'AOP sur 2 sites, quelques hectares d'IGP, mais on n'en parlera pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le château produit ses cols. Bon, ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai aussi à gérer une société de négoce, Robine Sélection, qui a 3 casquettes. Vinificateur, donc l'achat de raisins en Côte de Provence, et un peu d'IGP, parce que je fais du cachère. La casquette aussi négociant, donc la partie, vinificateur, j'ai vinifié à peu près 3000 hectos. La partie Côte de Provence, la partie négociante, là, je vais chercher à peu près entre 15 000 et 20 000 hectos. Et la partie distribution. Donc, l'année dernière, ils ont fait à peu près 2 500 000 cols, équivalent cols. Cette année, on part sur 3 millions, voire plus. Vu les tendances, ça serait plutôt 4 millions de cols, prévu pour 2022. Donc, en termes d'encépagement, on est sur la caractéristique des cépages provençaux. Donc, j'ai les 4 cépages blancs. Roll pour les côtés italiens, mais Vermentino, hein. Uni blanc, Sémillon, Clairette, et ensuite en cépage rosé, majoritairement Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, et le cépage emblématique des côtes, qui est exclusif aux côtes de Provence, le Tibourin, sur des sélections massales. Voilà. Je te laisse passer, Jimmy. Merci beaucoup. Donc, en fait, comme je l'ai dit en préambule, la vinification rosée, en fait, il y a 2 grandes thématiques et 2 grands profils d'arômes. Moi, je vous en présenter un aujourd'hui, c'est la profil ester, profil amylique, que j'apprécie énormément. On va faire un aparté brief, mais finalement, soit on parle de thiol volatile, donc d'arômes vraiment type fruits de la passion, avec que vous allez voir sûrement en cours, un 4-MMP à 3MH, à 3MH, toutes ces molécules qui font partie un peu de ce panel de fruits de la passion, pamplemousse, qui sont très expressives, mais très volatiles. C'est un process complètement différencié de celui que je vais te présenter. Et ensuite, la vinification type profil ester, fermentaire, où là, on va chercher vraiment des arômes un peu lourds, mais des arômes plus persistants, banane, bonbon anglais. Moi, au-delà de ça, ce que je cherche, et ce que je vais vous montrer, c'est une vinification très spécifique des côtes qui est autorisée, forcément. Et surtout, comment valoriser des presses de rosé qui sont quand même de base des volumes qui ne sont pas très quali, mais on veut essayer de les valoriser au mieux qu'on peut et pour les intégrer dans des assemblages. Voilà. Donc là, à droite, on va commencer par le commencement, qui est le schéma de vinification que je tirais finalement du syndicat, hein, c'est pas moi qui l'ai fait.
Donc, des étapes clés, c'est assez simple. Vendanger de nuit, donc on se lève très tôt, 1h du matin. On commence de nuit, hein, à la fraîche. Ça ne fait pas partie intégrante du cahier des charges de l'appellation, mais tout le monde le fait. Donc, on vendange de nuit de 1h finalement à 8h du matin. On rentre le plus de raisins possible. La récolte se fait à 80% dans l'appellation, voire 90% en mécanique, avec table de tri dessus sur les machines. Et derrière, parfois pour des micro-cuvées que je fais aussi, des cuvées un peu dentelles, enfin, on va dire vendange à la main, tri optique d'ailleurs, souvent, pour une meilleure qualité. Donc, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que je n'en ai pas parlé, mais en termes d'appellation, là, on part sur un rendement de 55 hecto-hectares. Pour être honnête, ça c'est le rendement appellation, il faut dire la vérité. Il faut être au-dessus pour faire des bons rosés. Il faut être autour de 65-70 pour avoir des meilleurs rosés et pour avoir des rosés frais. Parce qu'on a parlé, Joseph, on a parlé juste avant, je pense qu'on est assujetti aussi aux mêmes problématiques. La Provence, gros ensoleillement, beaucoup de fortes températures. Donc, on est assujetti à des montées d'alcool énormes, des acidités qui commencent à diminuer. Donc, le but, c'est d'avoir le profil du raisin de Provence, c'est pâle, un peu acidulé, frais, aromatique, et avec des profils au niveau des TAV qui sont plutôt autour de 12,5, ce qui est l'optimum. Voilà. Donc, autre étape clé de ce process de vendange, hein, c'est sulfitage différencié, c'est ce que je pratique moi, et modéré. Donc, sulfitage direct dès la réception de la vendange, en tout cas dans la benne à vendanger. 1 gramme, 2 grammes hecto par-ci par-là, avec un peu d'acide ascorbique pour protéger de l'oxydation. Ajout de terre aussi, c'est assez fréquent, pour de la terre blanche dans les pastilles, pour permettre la meilleure dissolution du sulfite et de l'acide ascorbique dans les jus. Et le but du jeu, c'est de récolter frais très tôt et d'amener très vite les bennes de raisin, donc au conquet de réception. Donc ensuite, pour éviter tout phénomène de trituration, comme on le sait, plus il y a trituration en Provence, plus on va casser les baies, donc ce qui va développer, finalement, libérer les enzymes. Donc on va avoir les développements de toutes les activités enzymatiques qui vont opérer, et aussi parfois le développement des levures, hein, qui sont là. Donc il y a du sucre et des levures. Donc elles peuvent proliférer, on ne veut absolument pas ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire derrière? Un éraflage classique, égouttage, foulage. Et ensuite, on va avoir en Provence 2 grands types de pressurage. Le pressurage direct, que moi je favorise, parce qu'on veut extraire le moins de couleurs, ou la macération pelliculaire. Malheureusement, c'est plus trop d'actualité, parce que, comme je l'ai dit auparavant, épisode de sécheresse, des baies de plus en plus petites, donc on a tendance à concentrer les couleurs, et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc après, ça fait trop de travail en casse sur les collages. Donc maintenant, ce qu'on favorise, c'est pressurage direct, sortir les jus les plus qualitatifs le plus vite possible. Voilà. Merci beaucoup. Donc, suite à ça, ce qui va se passer, donc, le travail du vinificateur commence vraiment déjà dès la vendange, hein, de la date le pilotage de la vendange, mais un gros pôle se situe au niveau du pressurage. Donc là, on va séparer nos jus en 3 catégories. On pourra aller plus loin, j'en connais qui vont jusqu'à 5. Hein. Donc P1, P2, P3, P4, P5. Moi, je le fais en 3 parties, P1, P2, P3. Donc la P1, c'est finalement les jus les plus libres et les plus libérables, ce sont les jus extrus de la pulpe, qui sont très blancs, acides, frais, avec des pH assez bas. Donc on veut les sortir les plus vite possible et ne surtout pas les mélanger au reste des fractions. Ensuite, on a un cœur de presse. Donc là, pardon, pour revenir sur les pressurages, on fait des montées en pression séquentielles, donc par plateau, un peu type champenois, hein, simplement. On va éviter les rebêches pour éviter les extractions et les macérations des pellicules. Donc on va monter autour de entre 0 et 400 millibars, voire 600 millibars pour la première fraction. Après, ça dépend de ce qu'on veut. La deuxième fraction, les P2, ça c'est la fraction intermédiaire, on ne sait jamais trop où la placer. Donc là, on la déguste. On la fait monter jusqu'à ce que à peu près un bar 2 maximum. Et ensuite, la fraction jus de presse, qui finalement, c'est la fraction dont les jus sont les moins qualitatifs, puisqu'ils sont issus quasiment entièrement des pellicules, en tout cas au gros contact des pellicules, grosse couleur, surtout pour des cépages très colorés comme le Syrah, le Cabernet Sauvignon. Donc beaucoup de couleurs rouges.
très peu d'acidité à cause de l'extraction des potassiums. Donc, on a les pH qui se pètent un peu la gueule. Donc, il faut derrière re-acidifier. Et c'est un peu tannique, un peu astringent. Donc, c'est pour ça que ça représente globalement 20% des fractions de jus qu'on extrait sur un tonnage donné. Mais il faut les valoriser. Malheureusement, ils sont là. Le but du vinificateur, c'est pas valoriser ce qui est facile à vinifier, c'est valoriser l'entièreté des volumes. Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. C'est comment valoriser finalement ces jus de presse. Et donc cette portion un peu infime de 20%. Voilà. Donc finalement, lorsqu'on a ces jus, on va le voir, hein, ces jus de presse qu'on peut voir sur la deuxième photo, ils vont être très colorés. Donc ensuite, on va faire un débourbage classique à basse température, souvent 24-48 heures. Hein, on les met au froid en dessous de 8 degrés, on débourbe. Et là, en fait, on va vraiment piloter l'ensemble des profils aromatiques. Là, pour la partie vraiment profil ester et ester fermentaire, nous, ce qu'on veut faire, à cause de cette forte imprégnation en couleur rouge, c'est on ne peut pas le vendre, ça serait invendable sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à profit nos connaissances techniques et tous nos outils. On utilise du charbon et on a le droit en appellation. L'appellation Côte de Provence, finalement, m'autorise dans un registre très spécifique, qu'il faut un peu comme les acides, à utiliser et finalement charbonner, entre guillemets, que 20% de la fraction totale de mes jus, ce qui correspond en fait à mes presses, à hauteur de 100 grammes hecto, ce qui est la dose pleine. Donc, comme on peut le voir, ça c'est des photos que j'ai prises moi, que j'avais fait il y a longtemps. Donc, à gauche, finalement, c'est un jus qui est très coloré. On va le mettre en fermentation, donc pour favoriser la prolifération de profils fermentaires. Nous, ce qu'on veut développer, c'est des acétates, des acétates d'alcool supérieur. Donc, on va favoriser vraiment la formation de l'éthyle, c'est de l'acétate isoamyle, arôme banane et bonbon anglais spécifique. Hein, ça pète au nez, c'est très bon, c'est très gourmand finalement. Donc, pour faire ça, ce qu'on veut, c'est des fermentations qui sont extrêmement languissantes, voire trop languissantes. Donc, fermentation à basse température, 12 degrés maximum. Elles peuvent durer un mois et demi. On prend des risques, mais c'est le but du jeu. On va les charbonner. Moi, je les charbonne en fermentation alcoolique. Pourquoi? Parce qu'avec le dégagement de CO2, il y a une remise en suspension du charbon. Donc, ça permet d'atténuer finalement les doses de charbon. Parce que là, on ne le voit pas, mais je suis arrivé à finalement, si on met en dose pleine un jus ou un vin, on peut faire comme de l'eau cristalline, hein, de l'évian ou un vin à côté, c'est la même chose. Hein. On peut arriver à le faire. Donc, le but du vinificateur et du maître de G, c'est assurer qu'on n'aille pas dans l'extrême, c'est conserver une base aromatique sans dénaturer complètement le produit. Donc, comme je le disais, basse température, FA languissante, mais il faut consommer tous les sucres. Donc, on utilise un charbon qui est très spécifique, c'est un charbon macroporeux. Il y en existe deux types, microporeux et macroporeux. Nous, on choisit le macro parce que finalement, c'est un charbon végétal. Hein. Ce charbon va permettre, va être troué et poreux, comme son nom l'indique, et va permettre une énorme absorption de l'ensemble des molécules sans distinction aucune. Donc, le problème, c'est que ça absorbe un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, ça crée des agrégats qui vont ensuite décolorer complètement nos polyphénols et nos anthocyanes. Donc, on va avoir vraiment une descente des couleurs rouges, parfois des couleurs un peu jaunes, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on cherche, c'est décolorer le rouge. Hein. Donc, on va mettre ça en suspension en FA. On va attendre que notre fermentation se passe. Par contre, on va la piloter. Comme j'ai dit, FA languissante égale potentiel arrêt de fermentation. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de l'ester, c'est créer des bombes aromatiques, bonbons anglais. Donc là, il y a beaucoup de travaux tests qui ont été faits. On va ajouter des nutriments. Et là, il y a un des simples pilotages, c'est d'ajouter de l'ammonium phosphate. Hein. Donc, c'est de l'azote minéral. Et là, on se fait plaisir. Hein. Tous les 2 jours, on ajoute 10 grammes hecto, 10 grammes hecto, 10 grammes hecto. Le but, c'est surtout en phase languissante, c'est d'avoir ces rebonds de population. Et c'est que la FA s'arrête jamais. Et on s'est prouvé que plus on augmente, en fait, c'est un peu linéaire, plus on augmente la teneur en azote assimilable d'un mou, en tout cas d'un vin,
plus les esters fermentaires type acétate, isoamyle, vont augmenter, vont être voire doubler et demi par rapport à un témoin classique. Donc le but est là. Par contre, le problème, c'est lorsqu'on a ce charbon en suspension, il faut le soutirer, il faut l'enlever. Donc, on va souvent coller en fin de fermentation, au-delà de ça, on colle avec de la bentonite, mais pour enlever les protéines directement. Mais on va souvent le coller à la gélatine de porc. Attention aux véganes, mais bon, c'est comme ça. Pas trop le choix. Et on va le coller pour simplement abaisser et puis finalement compacter l'ensemble des protéines qui ont été absorbées par la bento, mais aussi surtout des matières colorantes et surtout du charbon qu'on ne peut pas valoriser. Donc ces lits vont partir en distillerie directement. Moi, je ne les valorise pas. Pas d'intérêt. Même au filtre presse, à part bloquer des filtres et perdre du temps en main-d'œuvre, pas trop d'intérêt. Donc, sulfitage à 5 grammes hecto, assez classique. On peut laisser sur lithine après soutirage pour simplement une meilleure conservation. Particularité des vins de Provence, on les laisse toute l'année quasiment à 14 degrés, entre 12 et 14 en température de conservation pour ne pas finalement favoriser la dégradation des arômes fermentaires qui sont aussi bien thiol, mais la ester, qui sont très volatiles. Ensuite, ces cuves-là, elles sont assemblées derrière par rapport au profil. À titre d'information, cette année, j'ai dû faire une cuvée en partenariat avec Cru Classé, donc Château Roubine et Rothschild, Bordeaux. Donc là, une cuvée Amista, petit exemplaire. L'une elle est à 20% dans la cuvée, c'est une cuve de presse qui fait partie de cette cuvée-là. Donc, elles peuvent être très, très bien valorisées si on est un peu doué et si on est un peu attentif à ce qu'on fait en vinification. Donc là, la dernière photo en dessous, c'est pour vous montrer un peu la gamme que l'on a en Provence en termes de couleurs. Pardon, c'était celle d'avant, excuse-moi. Ah ben, c'était celle-là, excuse-moi. C'est vous montrer un peu finalement ce qu'on peut avoir en termes de gamme. On veut des vins qui sont pâles, certes, mais rosés. On ne fait pas encore du gris d'Algérie. Il y a une tendance qui pousse pour ça, mais on ne le veut pas. Nous, en tout cas, les nouveaux vinificateurs de rosé ne veulent pas. On veut rester dans cette gamme de rose. Donc, un vin qui soit frais, acidulé, mais rose. Voilà. C'est un peu tout. Je pense que la diapo d'après, je pense que ça répète un peu ce que j'ai dit au niveau des esters et du potentiel ester AAS, des acétates d'alcool supérieur qu'on veut augmenter. Voilà. Je crois qu'après, il y a une dernière diapo. Oui, c'était la fin, simplement. Et petit PS, si quelqu'un serait intéressé pour un poste de caviste, je cherche. J'ai un caviste qui part vers d'autres horizons et un potentiel stagiaire Vinif 2022 avec moi. Voilà. J'ai 2 postes à pourvoir. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour vinifier, ils sont les bienvenus. Il y a 120 hectos à vinifier, plus du négoce. Donc, avec grand plaisir. Voilà. C'est un peu tout, Jimmy. Moi, j'ai fini là-dessus. Merci beaucoup pour cette intervention. Alexandre, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Je n'ai pas des questions sur le chat. Par contre, moi, j'en ai une. Oui. Tu parles de tes cuvées de presse et tu dis que tu les travailles en assemblage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des cuvées 100%? C'est des choses qui intéressent le marché? C'est des choses que tu fais régulièrement ou jamais? Alors, pas du tout. Parce que alors, moi, en plus, je dois vinifier bio. Donc, ça veut dire que j'ai très peu de... Mais il y a beaucoup de confrères qui comme ils ont l'entièreté finalement de la boîte à outils œnologique avec tous les process et tous les intrants. Donc, moi, en rouge, à part la PPP, qui finalement descend vachement les rouges, j'ai droit qu'au charbon. Donc, à part avoir finalement des pressurages vraiment optimisés, des maturités ultra optimisées, les presses sont pas forcément valorisables à 100%. Ça fait quand même, en ISO et des IPT, j'en parle pas trop parce qu'on pourrait parler des heures sur les rosés, c'est vraiment c'est ma spécialité, mais voilà. Les IPT sont quand même assez élevés, donc ça veut dire les indices de polyphénol totaux. Donc on a quand même une certaine astringence, même si on les colle avec des cols de poisson ou des cols ou même des cols des comme un peu enrobantes, on va dire, de gélatine un peu enrobante. Ça ne mâche pas forcément. Et puis,
En fait, c'est pas assez complexe. Ça, tu vois si je sais pas comment m'exprimer, mais c'est pas assez fin pour du rosé de Provence. Il faut que ça soit une base d'assemblage. Ça peut habiller un squelette, par contre. Voilà. Il faut le voir comme un. Faut pas dire ça, mais c'est un peu comme on a une base aromatique, une ligne aromatique un peu acidulée avec l'ancien seau. C'est un peu comme on a un tronc, et au-dessus, on l'habille avec un peu ce qu'on veut, une petite cravate ou des choses comme ça, un petit chapeau magique. Et ben, la cuve de presse, ça fait partie un peu de l'outil qui va aromatiser par petites touches les bases d'assemblage. Voilà. Mais jamais à pur, jamais pur. Ça marche, ok. Voilà. Je voyais un peu l'idée, comme tu disais, que c'était une aromatique assez forte et que tu arrivais à booster un petit peu derrière. Donc, c'est la question que je me posais. Mais j'imagine que sur les rosés de Provence, vous avez un cahier des charges avec des couleurs, avec une spécificité du produit à la fin et que vous êtes un peu limité dans ce que vous pouvez faire. Alors pour la couleur, je peux rebondir, mais malheureusement, le marché et la consommation, on voit avec toutes les études, on voit qu'on tend vers des rosés de plus en plus pâles, mais voire même des rosés un peu jaunis, malheureusement. Et c'est pas ce que moi, personnellement, je recherche. Mais on voit qu'il y a une tendance, une mouvance maintenant vers des rosés qui deviennent, pas Tavel, hein, loin de là, mais on revient sur des bases de rosés où tout est dit dans le mot, c'est rose, quoi. C'est pas jaune. On fait c'est pâle, mais il faut que ça soit rosé. Donc voilà, c'est des bases d'assemblage, mais il faut pas, on peut pas les mettre pures, mais il faut quand même que ça rentre dans les critères de l'appellation. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. De rien. Moi, j'avais peut-être juste une petite question sur les phases préfermentaires. Est-ce que est-ce que tu enzymes pour faciliter l'extraction Alors, en bio, c'est interdit. J'ai interdit d'utiliser des enzymes des libératrices de jus. J'ai pas le droit de l'utiliser, ce qui est une aberration de l'OIV, mais c'est comme ça, malheureusement. J'ai pas le droit de les mettre sur vendange. C'est comme ça. Par contre, j'ai le droit de mettre des enzymes sur mes cuves en débourbage. Donc, dès que mes jus sont pressés, je peux mettre mes enzymes. Mais sur jus, pour libération de jus, j'ai pas le droit. Voilà. Mais normalement, sur un process, par exemple, quand je vinifie du négoce, là, je le fais. Donc, je fais des enzymes libératrices de jus qui permettent d'extraire au plus vite la fraction la plus intéressante possible. Voilà. Mais ça, je le fais. Ouais. J'aurais peut-être juste une dernière question sur les collages, collages à bentonite. Est-ce que tu les pratiques en fermentation ou après fermentation? Ouais, alors c'est vrai que avec les collages, il y a un peu deux écoles. Il y en a qui préfèrent coller, parfois il y en a qui collent en bento, même au débourbage. Ils injectent de la bento alors que juste avant enzymage, parce qu'on sait que c'est un peu paradoxal de faire les deux. Donc c'est bento, enzymage. Moi non, moi je le fais en FA parce qu'on se rend compte, même si on assemble derrière, je teste, toutes mes cuves sont testées prot. Ce sont des cuves qui sont monocépages, quasiment, issues de blocs spécifiques, dans la plupart du temps. Donc, derrière, je sais que chaque cuve va être protéine stable. On sait très bien qu'on a une chance, si on assemble des cuves qui sont stables, d'avoir une instabilité protéique, parce que les matrices font que ça se crée une instabilité protéique. Donc, moi, on pourrait donc très bien assembler et faire un traitement à la bento, mais je trouve que c'est une étape supplémentaire sur des vins qui sont très fragiles parce que les arômes sont volatiles. Donc, je préfère tout mettre. Je colle, je gère mes pilotages des couleurs, se passe autour de 1060. À 1050, je fais une bento. Et ensuite, vers 1020, si j'ai un écart de couleur, je fais une petite correction de couleur par rapport à du collage. Mais je préfère toujours coller sur FA. Je trouve qu'à 30 grammes hecto, il y en a qui montent à 50, 80 dans mon milieu, en tout cas en Provence. Moi, à 30 grammes hecto, j'ai jamais eu aucun souci. Voilà. Je vois que Chloé elle a des questions. Comme elle va intervenir après, tu peux déjà poser des questions si tu veux. Vas-y. Eh bien, Chloé, non, pressoir cage ouverte. Alors, j'en ai un. Ouais, j'ai un Europress, un petit, tout petit, qui date de l'Empèbre, mais bon, c'est comme ça. J'en ai un. Je t'avoue qu'il y a une tendance où les gens veulent revenir vers ça, revenir vers la cage ouverte. Quand même, c'est quand même à contrario de ce qu'on veut faire en Provence, quand même. Parce que, en tout cas, pour des profils tiol, et c'est des profils à médaille, il ne faut pas être
faut être un peu honnête. Ce que cherche le consommateur, s'il met du jus des sirops de pamplemousse dans ses rosés, hein, on le connaît tous, c'est qu'il veut ça, quoi. Il attend ça en aromatique. Donc, plutôt que faire ça, nous, on peut le créer organoleptiquement parlant et par des matrices chimiques. On peut le faire, nous, en interne, en œnologie. Donc, maintenant, la tendance, ça reste quand même l'inertage, donc des pressoirs 100% inertés. Par contre, attention, ça coûte cher, mais il faut que tout le process derrière, c'est le process thiol, un réducteur, il faut que tout ce process-là soit suivi, parce qu'à partir du moment où on prend un pet d'oxygène, on a une dégradation complète, formation de quinol et j'en passe, on a une dégradation complète de l'aromatique. Donc, moi, j'utilise les pressoirs cage ouverte pour mes rouges, pour libérer, voilà. C'est tout, pour presser mes mares. D'accord, merci. Oui, c'est bon. En fait, on s'est posé la question parce que c'est vrai que alors peut-être qu'il y a un risque avec l'oxygène, ça c'est sûr. Mais du coup, nous on colle beaucoup nos rosés pour justement la couleur et on se demande qu'est-ce qui vaut mieux finalement. Voilà, on s'était posé la question. Donc, c'est bon. Ouais, le surcollage, on sait qu'il y a un surcollage en rosé, à part la caséine, puis il n'y en a pas. On ne peut pas surcoller en caséine, on a le droit à des doses limites énormes. En PPP, c'est 80 grammes hecto. Protéines de poids, maintenant, c'est 50 grammes hecto, mais avec 50 grammes hecto, on ne fait rien, on ne touche pas à grand-chose. Donc, maintenant, on sait que le pressurage, c'est la phase où, et la gestion des pilotages des jus, je n'en ai pas trop parlé, parce qu'on pourrait faire des heures dessus. Il faut être derrière son pressurage, goûter des jus, et puis, on pourrait le faire au conductimètre aussi, j'irai vérifier ses montées de pH ou pas. Mais alors, on a des choses très extrêmes. Mais non, maintenant, moi, je mets des pellets de CO2, je bourre en CO2, et puis inertage, hein. Inertage, voilà, pas le choix. Plus il y a de travail en amont, moins il y a de travail derrière. Après, c'est mes cavistes qui sont contents. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Et donc, c'est bien que tu aies parlé du process ester parce que du coup, ça fera une bonne transition avec l'intervention de Chloé qui va plutôt du coup nous parler des vinifications de blanc mais en profil thiol. Parfait. Donc, ça fait une transition presque parfaite. Et donc, il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, je vais te laisser la parole, Chloé. Je vais te mettre en route ton diapo. Voilà, et je te laisse la parole. Ben déjà, je vais me présenter rapidement. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis diplômée du DNO de Bordeaux en 2017. Donc, après, j'ai voulu me faire une expérience terrain. Donc, j'ai enchaîné des vinifications en hémisphère nord et hémisphère sud. J'étais un peu à Bordeaux, en Bourgogne, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et voilà, j'ai voulu découvrir la cave coopérative, voilà, qui est un milieu un petit peu différent de ce que j'avais vu. Et je me suis éclatée, donc j'y suis restée. Et j'y suis depuis 3 ans à la cave de Saint-Mond. Donc je vais vous présenter rapidement Plémont et la cave de Saint-Mond. Donc Plémont, ça a été fondé c'est un groupe qui a été fondé avec 3 caves coopératives, donc Plaisance, Aignan et Saint-Mond, d'où le nom Plémont. Alors, quelques années plus tard, il y a la cave de Madiran et la cave de Condom qui se sont joints au groupe. Et le groupe a également acheté plusieurs châteaux. Donc, on est plusieurs œnologues à travailler sur les caves et sur les châteaux. Donc, moi, je travaille plus particulièrement à la cave de Saint-Mond. Donc, la particularité de cette cave, c'est qu'elle vinifie toutes les appellations du groupe. Donc, il y a Saint-Mond dans les 3 couleurs, rouge, blanc, rosé. Il y a Madiran pour les rouges, Pachering de Vic-Bilh pour les blancs et Côte de Gascogne, donc en IGP, les 3 couleurs aussi, blanc, rouge et rosé. Voilà pour la petite présentation. Donc, moi, je vais vous parler dans cette présentation voilà, d'un profil aromatique thiol. Donc, je te laisse passer, Jimmy. Voilà, donc en gros, notre but, c'est d'avoir des précurseurs d'arômes au vignoble, après de réussir à les extraire dans le jus, et après de les révéler voilà, pendant la fermentation et de les conserver pendant l'élevage.
voilà un peu le but. Donc, pour vous expliquer comment ça marche chez nous au vignoble, je ne sais pas si vous savez, donc dans une cave coopérative, il y a les vignerons qui s'occupent de leurs vignes et dans chaque cave, il y a un technicien viticole qui est chargé de les suivre toute l'année. Pardon. Donc, ils les suivent voilà, pour des conseils de plantation. Ils élaborent également, il y a un cahier des charges qui est élaboré justement pour favoriser ces profils tioles. Alors, il se trouve que voilà, nous, on vinifie en blanc plusieurs cépages. Donc, on a un petit peu de Sauvignon, beaucoup de Colombard pour les IGP Gascogne. Après, pour les appellations, on a du Gros Mansin, du Petit Mansin, du Petit Courbu et de la Ruffiac. Et voilà, après, le Colombard, il est situé sur plusieurs terroirs dans l'appellation en Gascogne. Et c'est vrai que en fonction des terroirs, il s'exprime toujours assez bien ici. Il est très bien implanté. Et après, au niveau de comment ça se passe à l'approche des vendanges, donc nous, on fait des contrôles de maturité d'absolument toutes nos parcelles et on va déguster également sur le terrain, nous, pour faire des lots de vinification après à la cave. Donc, je vais vous parler de la réception de la vendange. Donc nous, on décide, voilà, on a plusieurs pressoirs. Donc chaque pressoir est un lot de vendange qui a été décidé au vignoble. Donc le but du jeu, nous, pour conserver ces fioles, c'est de les protéger de l'oxygène. Donc c'est vrai que nous, on est assez d'accord là-dessus. On met voilà, ce qu'on appelle des doses vendanges, c'est du méthabisulfite et de l'acide ascorbique au niveau des bennes pour que les premiers jus qui soient libérés voilà, soient protégés. On met également du SO2 au conquet de réception. Et on inerte aussi, alors nous on a de la neige carbonique, donc on s'en sert pour inerter le milieu, pour le saturer en CO2. Et on s'en sert aussi, nous, pour refroidir un peu les jus. Alors, on les refroidit de 2-3 degrés. Donc, pareil que dans le sud, nous, on vinifie le matin. Alors, pas la nuit, mais le matin. Après, dans la journée, on a des températures, je pense, moins élevées. Donc, on peut se permettre voilà, de vendanger jusqu'à midi. Voilà, donc nous, le but dans cette réception, c'est vraiment voilà, de protéger de l'oxygène et pour conserver ces thioles. Donc après la phase de réception de vendange, il y aura la phase de pressurage. Je te laisse changer. Merci. Voilà, donc nous, voilà, on fait pas. On a une cave spécialisée pour les bio. Alors sur la cave de Saint-Mond, on n'a pas de bio, donc on met des enzymes dans les pressoirs. Donc le but, c'est alors on a une phase de macération pour avoir le maximum de précurseurs aromatiques dans le jus. Alors, on faisait beaucoup cette pratique il y a quelques années. Plus ça va et plus on diminue parce que voilà, c'est aussi le risque. On peut avoir un peu d'amertume et un côté tannique. Et donc, on a développé, on tente une autre méthode pour extraire un maximum les arômes. Donc voilà, on le fait un petit peu, mais ça a tendance à disparaître, en tout cas chez nous. Voilà, je te laisse passer, merci. Donc voilà, on a une phase de pressurage qui est pareil, un peu la même méthode, la méthode champenoise également, assez douce. Et après, les jus donc s'écoulent par gravité dans des cuves qu'on va mettre au froid. Nous, on ne fait pas de flottation. C'est un choix parce qu'on utilise les bourbes. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un cépage qui débourbe assez facilement. On met juste une nuit à froid à 5 degrés et voilà, on a un jus qui dépose assez bien. Donc, nous, le matin, notre travail quand on arrive, c'est de déguster tous les jus, tous les mous qui ont été pressés la veille et de constituer des lots de vinification. Donc là, l'idéal,
sur mou, c'est un petit peu difficile parce que le colombar n'est pas expressif aromatiquement de suite. Donc nous, on juge plutôt ce côté un petit peu acidulé. On juge un petit peu plus la bouche à ce moment-là pour constituer nos lots. Donc voilà, on a cette phase de débourbage et après on ajuste la turbidité en rajoutant un peu de bourbe. Donc on vise entre 100 et 200, donc pour avoir ce côté variétal. On ne cherche pas du tout d'amylique sur ce profil de vin. Donc après, nous, on ajuste la turbidité en fonction de la levure qu'on va utiliser surtout, parce qu'on veut une cinétique, voilà, c'est complètement l'inverse du coup, mais nous, on veut une cinétique assez franche, assez rapide. Il y a juste, alors j'ai pas parlé sur certains lots, nos lots les plus aromatiques, c'est ça qu'on développe de plus en plus. On fait de la stabulation sur bourbe à froid, c'est-à-dire qu'au lieu de débourber à ce moment-là, on pompe à la fois le jus et à la fois des bourbes, nous dans des cuves qui sont isothermes. On le met sous agitation. Donc en fait, on laisse macérer en quelque sorte le jus avec les bourbes et on s'est aperçu que on arrivait comme ça à faire migrer des précurseurs d'arômes qui sont dans les bourbes dans les jus et on a des profils beaucoup plus aromatiques, voilà, beaucoup plus explosifs. Donc sur nos lots aromatiques, c'est ça qu'on met en place. Là, on fait actuellement des essais pour déterminer une durée optimale. Voilà, on a laissé des fois juste 5 jours et comme des fois, on a été jusqu'à 1 mois et demi. Donc voilà, on a cette partie-là. Donc on est assez satisfait pour le moment. Donc une fois qu'on a débourbé, nous on choisit d'ensemencer en levure justement pour avoir une cinétique fermentaire assez franche et rapide. Donc ce qui est important aussi, c'est pour nous c'est la température. On fermente autour de 17 degrés parce que justement si on fermente trop basse température, on fait un profil amylique, donc ce qui n'est pas ce qu'on recherche. Et après, voilà, on n'a pas des arômes tiolés si on fermente à une température plus élevée. Donc, on fait surtout très attention. Donc, ça, on a des analyses au niveau de l'azote. Voilà, la turbidité, on a un turbidimètre pour bien contrôler ça. L'azote, on a également des instruments de mesure qui nous permettent de savoir où on en est pour que voilà, les levures soient dans les meilleures conditions possibles et aillent jusqu'au bout de manière assez franche. Voilà, donc nous on fait après la fermentation, on met notre cuve au froid. Voilà, on attend que les levures mortes se déposent un petit peu, mais pas trop. Voilà, on fait un premier soutirage pour garder des lits fines. Donc nous, ça va nous servir. En fait, nos cuves sont équipées d'agitateurs. Donc, on peut agiter de manière cyclique ces cuves et c'est un moyen pour nous c'est un protecteur contre l'oxygène et donc de conserver ces thiols. Donc après, voilà, tous nos transferts, ils sont faits sous azote, enfin pas sous azote, sous CO2 justement, parce que l'azote, le problème, c'est que ça dégaze un peu les vins. Et c'est vrai que nous, on aime bien garder des vins assez hauts en CO2, autour entre 1600, 1700, voilà, dans les vins pour le protéger de l'oxygène. Et voilà, après, on fait attention à la température. Bon, l'hiver, c'est facile et l'été, on les laisse entre 10 et 12 degrés pour les garder au frais. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est pareil, si vous voulez passer nous voir, ça sera avec grand plaisir. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu parles des transferts, tu les fais sous CO2 tous et jamais sous azote. T'as pas de problème de vin trop perlant après derrière ou est-ce que vous réajustez à des doses particulières, des choses que vous avez
prévu chez vous selon le profil de vin que vous voulez faire? Alors, non, nous, donc oui, on les a assez hauts en CO2 et en fait, on les dégaze juste avant la mise en bouteille, autour de 1200. Nous, actuellement, on n'a pas de profil de vin perlant, même si peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait développer. On n'est pas équipé, en tout cas, pour. Parce que voilà, ça nécessite un peu plus. Voilà, au niveau de la mise en bouteille, on n'est pas équipé, mais non, après, on n'a pas de souci. On le dégaze à l'azote, bien évidemment, mais vraiment au dernier moment. Voilà. Chloé, j'aurais une question pour toi. Oui. Au niveau de ta stabu, Oui. de ta maîtrise des stabulations, est-ce que, comme tu as parlé à peu près entre 5 jours, voire un mois et demi, hein, ce que tu as dit en extrême, est-ce que, comment dire, quel est le process que tu mets? Est-ce que tu mets tous les 6 heures, rajout de PLS de CO2, ou alors est-ce que tu brasses à l'azote? Qu'est-ce que tu fais pour savoir un peu? Oui, alors nous, c'est vrai qu'on est équipé, on met que dans les cuves vraiment isothermes pour pas perdre de l'énergie une fois qu'on a atteint la température. Donc, soit on met à 5 degrés si c'est le début des vinifications, qu'il n'y a pas trop de vin en fermentation autour. Si plus il y a de vin en fermentation, plus on va aller plus vers 0 degré, voire c'est rare. On a essayé une fois en négatif, mais bon, à 0 degré, on n'a pas de départ en fermentation. Et ces cuves, elles sont équipées d'un agitateur et on a un programme cyclique dessus. Donc en fait, ça agite un quart d'heure toutes les 3 heures. Voilà. Et ça, tout le temps. Donc nous, on fait la cuve pleine. Comme ça, on n'a pas de problème là-dessus. On a juste le sulfitage qu'on a fait au niveau du conquet. On rajoute pas de soufre. Voilà, juste le froid en cuve pleine et voilà, on agite. Alors c'est vrai que pour des problèmes logistiques qu'on connaît, parce que de le faire un mois et demi, c'est bien parce qu'on voilà, on a voulu essayer, mais la vérité c'est que on a des marchés, des gens qui veulent goûter des vins et pour les vendre, et c'est vrai qu'on ne peut pas les faire attendre trop longtemps, donc ça concernerait qu'une partie de nos vins, on ne pourrait pas tout faire comme ça. Après, les garder une semaine, ça, on pourrait repousser voilà, le début de la fermentation d'une semaine. Après, on n'a pas de problème. Ça qu'on avait un peu peur d'avoir des problèmes de fermentation par la suite, mais on n'en a pas. Donc voilà, on est assez. Pour le moment, on est assez content de cette méthode, donc il faut qu'on l'ajuste un peu mieux, mais. Et est-ce que tu fais des stabulations de pure bourbe? Donc tu montes tes cuves en bourbe, juste de bourbe pure, ou pas du tout? Oui. Ouais, on le fait sur les cuves. Alors, on les sélectionne. Hein. C'est ceux, voilà, les meilleures parcelles, les meilleures bourbes. On a monté une cuve l'année dernière que de bourbes. Là, qu'on a laissé à moins de 3 carrément. Et là, c'est resté un bon mois dans la cuve. Et alors là, c'est vraiment explosif. Au bout d'un moment, nous, on a un filtre à bourbe tangentiel. Donc, on a fait la fermentation ensuite on l'a filtré et on a fait la fermentation ensuite. On n'a pas fait la fermentation juste de ces bourbes. Et alors, vraiment, on a un profil très explosif aromatiquement. Par contre, voilà, nous, ça serait un outil pour rebooster nos vins. On ne peut pas l'utiliser juste comme ça parce que c'est presque saturant tellement c'est tiolé pour le coup. Très bien. Bon, j'ai une autre question, mais après, ça sera plus professionnel, donc on verra. Si tu as des verres en vrac à acheter, des choses comme ça. On en discutera alors. Moi, du coup, j'ai peut-être une question sur le type de levure utilisée pour révéler. Est-ce que tu utilises des levures spécifiques pour révéler du coup les arômes et quel type du coup, tu peux donner des noms, il n'y a pas de souci. Oui. Je ne sais pas si c'est possible. Mais, oui, bien sûr. Nous, on utilise des levures assez connues, classiques. On utilise la X5 que tout le monde connaît. On utilise un peu la VL3 et surtout l'ALS chez
Sofralab. Voilà, c'est une levure un peu particulière parce que elle est difficile. Alors ça va un peu au contraire de ce que j'ai dit parce qu'elle est un peu difficile à faire fermenter. Et puis je viens de dire qu'on voulait des fermentations assez rapides. Mais voilà, elle a un profil aromatique que nous on recherche pour nos vins. Et puis il se trouve que on la maîtrise quand même assez bien. Voilà, il suffit vraiment qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Après, c'est vrai qu'avec un colombard, c'est assez facile parce que le milieu est assez favorable à ces levures parce que le degré est pas très haut. Après, c'est quand même assez acide comme vin, mais voilà, on a des apports d'azote, donc surtout minéral. On n'a pas trop testé organique pour le moment, mais voilà, on va peut-être le faire. Et voilà, sauf année particulière, on n'a pas eu trop de problèmes de fermentation avec celle-là. Voilà. Bon, du coup, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais conclure la session. Donc déjà, j'aimerais vous remercier pour vos interventions. C'était vraiment très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses et aussi c'était intéressant de voir qu'en venant de la même formation, même diplôme, on doit mettre en place des protocoles qui s'adaptent à nos régions et à nos objectifs de production. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment on doit diversifier, s'adapter. Et c'est bien parce que vous avez pu aussi en parler sans tabou, en parlant des choses autorisées ou un peu moins. Et je trouve que c'est bien de le faire parce que c'est aussi une réalité du terrain. Et il faut en avoir conscience quand on se met à vinifier. Pas toujours évident de rester totalement dans les clous. Moi, il y a une seule chose qui m'a un peu frustré, c'est que comme on est en distanciel, alors ça permet de faire intervenir des personnes qui sont très loin, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir déguster. Et ça, je pense que ça aurait été sympa de conclure comme ça. Bon, malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est un grand merci à vous quatre. Et Alexandre, tu veux dire un petit mot peut-être ? Ouais, je voulais juste rajouter que, comme Loïc, je pense, disait qu'il cherchait du monde, on pourra peut-être transmettre l'adresse mail de Loïc via Anne, si elle a la possibilité, pour les élèves ou pour les gens qui sont intéressés aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est assez spécifique et c'est toujours très intéressant d'échanger tous ensemble. Merci beaucoup. Bien entendu, si vous voulez avoir les contacts des intervenants, vous pouvez donc envoyer un mail à la responsable communication de l'association et vous mettra en contact avec nos intervenants. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est le but de l'asso, c'est de créer du lien entre les diplômés. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez entrer en contact ou avoir plus d'informations, on se tiendra disponible. Donc voilà. Je vais, maintenant je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et peut-être à une